Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois mon amie Lucie Quentin, la maman de William, un enfant différent. Je connais Lucie depuis une trentaine d'années. Elle a 2 enfants, Frédéric, une jeune femme extraordinaire, et William, qui est atteint du syndrome de Kleefstra, un diagnostic confirmé à l'adolescence. Au cours de l'entrevue, Lucie me parle de sa vie, de ses enfants, et surtout de William, de ses différences, et des enjeux liés au fait d'élever un enfant comme William. Un message d'espoir et de courage pour tous les parents. Bonne écoute. Bienvenue en Hollande d'Emily Kingsley. On me demande souvent de décrire mon expérience d'avoir élevé un enfant aux besoins particuliers afin d'aider ceux qui n'ont pas vécu cette expérience unique à comprendre, à imaginer ce que l'on peut ressentir. Eh bien, c'est comme ça. Quand vous allez avoir un enfant, c'est comme planifier un fabuleux voyage en Italie. Vous vous achetez un tas de livres sur le pays, des guides qui vous permettent d'établir votre itinéraire, donc le Colisée, Michel-Ange, les gondoles de Venise. Vous apprenez même quelques phrases d'italien et cela devient vraiment très excitant. Après quelques mois d'anticipation passionnée, enfin, le grand jour arrive. Et vous faites vos valises et vous partez. Plusieurs heures plus tard, l'avion atterrit et l'agent de bord annonce « Bienvenue en Hollande ». En Hollande? Comment ça, la Hollande? Mon billet était bien pour l'Italie. Pas la Hollande. Je suis censée être en Italie. Et toute ma vie, j'ai rêvé d'aller en Italie. Oui, mais il y a eu un changement d'aiguillage en cours de route. Ils ont bien atterri en Hollande. Et maintenant, vous devez y rester. La chose importante, c'est qu'ils ne vous ont pas amené dans un endroit horrible, dégoûtant, immonde, pestilentiel où régnerait la famine et les maladies. Non, c'est juste un endroit différent. Alors, vous devez acheter de nouveaux guides, vous devez apprendre une langue complètement nouvelle et vous allez rencontrer un groupe de gens totalement nouveaux que vous n'auriez jamais rencontré autrement. C'est juste un endroit différent. Le rythme est plus lent qu'en Italie, c'est moins clinquant. Mais après quelques temps, vous reprenez votre souffle, vous regardez aux alentours et vous remarquez qu'il y a des moulins en Hollande, que la Hollande a des tulipes, la Hollande a même des Rembrandt. Mais tous les gens que vous connaissez sont allés en Italie et ils vantent les merveilles de l'Italie et le bon temps qu'ils ont eu là-bas. Et pour le reste de votre vie, vous pensez, oui, c'est là que j'étais supposée me rendre et c'est ce que j'avais prévu. Et cette peine ne s'en ira jamais car la perte de ce beau rêve est vraiment une perte majeure. Par contre, si vous passez votre vie à vous morfondre de n'avoir pas atterri en Italie, eh bien, vous risquez de ne jamais être libre d'apprécier les choses très spéciales qu'on ne trouve qu'en Hollande. Bonsoir Lucie. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue, merci. Merci à toi. Pas trop nerveuse? Un peu. Alors... Non, c'est une belle considération. Je te remercie de m'avoir invité. C'est gentil. La première fois que j'ai entendu ce texte, pas vraiment un poème, mais un texte, c'était au tournoi de golf du CRDI de Roberval. Oui. Probablement en milieu des années 95. William est né en quelle William année? est né en 98. OK, donc début des années 2000. Oui. Il y avait peut-être alors 2-3 ans, on avait déjà des services du CRDI, du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
là où j'habitais, parce qu'on habitait à Roberval, au Lac-Saint-Jean. Puis, on avait demandé à Alain, mon conjoint de l'époque, d'être président d'honneur d'un tournoi de golf qui allait pouvoir amasser des fonds pour aider l'organisme. Puis finalement, de fil en aiguille, j'ai voulu comme un peu m'intégrer puis participer à la levée de fonds. Puis je suis devenue finalement celle qui est devenue présidente de ce tournoi de golf. Donc oui, t'as une bonne mémoire, j'avais lu ce texte-là, puis je me souviens de ce moment-là. C'est toujours intense d'ailleurs quand ce texte-là est lu parce que on peut peut-être le mettre aussi, pas juste dans cette sphère de vie que celle d'avoir un enfant handicapé, mais à plein d'autres niveaux, là, soit dans une situation de perte d'emploi ou peut-être tous les deuils un peu qu'on peut faire dans la vie. Donc, c'est magnifique. Ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, ça m'avait laissé une image plutôt négative de la Hollande. Puis, je suis allé, moi, en 2018, passer 2 mois. J'ai adoré la Hollande, non? Et j'ai repensé à ce texte-là quand je suis allé, parce que je me rappelle un peu, je me rappelle très bien, là, je me rappelle très bien quand tu avais lu ce texte-là. Là, donc, Mais c'est drôle aussi parce que sans le savoir, c'est vrai que au début, c'est vrai qu'on peut croire que ça dénigre un peu ce pays-là. Exact. Mais en même temps, ce qui est drôle, Jean-Pierre, c'est que plusieurs années plus tard, moi, j'ai eu un diagnostic pour William quand il avait à peu près 12-13 ans. Et le diagnostic, qui est un syndrome génétique, s'appelle le syndrome Kleefstra. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est une généticienne hollandaise qui a fait des recherches puis qui a trouvé... donc, sans le savoir, j'ai l'impression que Bienvenue en Hollande, ce titre-là, sans le savoir à l'époque, là, m'avait accroché pour d'autres raisons, mais est devenu encore plus puissant, finalement, parce que c'est cette personne-là qui a un peu changé la suite des choses. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Avant, on va parler beaucoup de William aujourd'hui, évidemment, c'est la raison de ta présence. Si tu me parlais un peu de toi, là, de ton métier d'enseignante, choix de ta profession, puis de ta décision d'aller dans ce domaine-là. Je me suis jamais vraiment posé de questions à savoir ce que j'allais faire dans la vie. Très, très jeune, je savais que je voulais devenir une enseignante. En famille, on allait visiter comme, les villages d'antan, puis souvent on arrivait à l'église du village, puis ensuite on passait à l'école, puis je me positionnais comme enseignante. Donc, ça a toujours été un choix très évident pour moi. Puis, par contre, quand j'ai fini mon baccalauréat en 87, il n'y avait pas beaucoup d'emplois. C'était très long avant de pouvoir même penser faire de la suppléance. Il y avait comme trop de profs à l'époque. Les temps ont bien changé. Donc, j'ai rencontré, c'est une de mes amies avec qui j'étudiais à l'époque qui m'a parlé d'un professeur à Chicoutimi à l'Université de Chicoutimi, qui voulait partir une école avec une nouvelle méthode, si tu veux, d'enseignement. Puis pour lui, il fallait qu'il puisse trouver des gens aussi qui seraient prêts à aller faire la formation. Donc, je suis allée le rencontrer, cet homme-là, puis lui, il m'a parlé de la méthode Montessori. Et à l'époque, c'est justement, moi, ce que je voulais, c'est devenir enseignante. Je voulais travailler le plus rapidement possible. Donc, je me suis dit, si je pars faire cette formation-là, de toute façon, ça sera sûrement un plus dans ma vie, dans ma carrière. Puis drôlement, encore là, je ne le savais pas, mais ça a été vraiment un choix qui a été pertinent pour la suite, après, quand j'ai eu mon fils, justement, qui avait des besoins particuliers. Puis ça, on va en revenir un peu plus tard. Mais il y a un lien vraiment encore là à faire avec mon choix là, de travailler dans cette pédagogie-là. Donc, finalement, je suis partie faire une formation pour être enseignante Montessori. Puis, on a ouvert la première école à Québec, qui est toujours existante, l'école Montessori de Québec. Donc, on a... dans le fond, pour te faire l'histoire un petit peu de Montessori, Maria Montessori, c'est la première femme médecin à Rome, en Italie.
Puis, à l'époque, on s'est servi de son expertise du milieu de la santé pour aller observer des enfants qui étaient déficients. Puis pour trouver des moyens de les stimuler, puis de leur apporter un certain... des apprentissages, voir les besoins qu'on pouvait avoir pour trouver des outils, puis des choses pour les aider. Donc, finalement, elle a créé une méthode, puis une philosophie et un matériel didactique qui a très bien fonctionné, puis tellement qu'on s'est dit, ben écoute, si ça fait pour les enfants qui ont des retards, puis des déficiences, tout ça, imagine si on crée justement des milieux pour les enfants tout à fait normaux qui pourront se développer encore davantage. Donc, c'est vraiment une éducation qui me touche énormément. Puis encore là, dans ma pratique aujourd'hui, puisque je fais quand même encore de la suppléance dans les écoles, et même dans les écoles régulières où ce n'est pas la pédagogie Montessori, je réussis à l'appliquer d'une certaine façon parce que en réalité, c'est comme si tu te retrouvais dans un jardin puis que tu voulais faire planter, soit des fleurs ou des légumes et tout ça. Donc, on crée un environnement qui va favoriser la croissance. Tu sais, quand tu vas mettre une graine en terre, ben tu vas pas tirer sur la tige pour pousser, pour que ça pousse plus vite. Pour que ça pousse plus vite. Donc, c'est un peu ça, la philosophie Montessori, c'est d'amener un enfant, de créer l'environnement qui va favoriser ce qu'on veut avoir chez l'enfant. Donc, c'est fascinant, puis c'est vraiment... je pense, la plus belle méthode, puis j'ai souvent dit que le système scolaire du Québec devrait peut-être revoir toute sa structure puis devenir un peu plus à la Montessori. Mais moi, je l'applique encore, comme je te dis, puis dans toutes les sphères de la vie, finalement, pas juste en éducation, mais je pense c'est avoir à cœur le désir de ne pas remplir un vase, là, comme Maria Montessori disait souvent, on ne remplit pas un enfant comme un vase, mais on laisse plutôt faire jaillir ce qui est son intrinsèque, le faire éclore, si tu veux. Donc, je trouve ça beau, puis je continue de penser qu'il faut le faire aussi comme je te disais, dans toutes les sphères de notre vie. T'sais. Mais dis-moi, quand tu appliques la philosophie Montessori dans le réseau public normal. Oui. C'est pas en catimini, c'est plus la philosophie que tu appliques. Oui. Tu peux pas changer le programme non, pédagogique. Je change pas le programme pédagogique. C'est plus dans la philosophie. Okay. Je pense de mettre l'enfant puis au milieu c'est d'aller chercher, parce que dans le fond, Montessori diffère aussi du fait que ça a toujours été des groupes d'âge mixtes qui sont dans des classes, donc comme des mini-sociétés. Puis ça, on le retrouve pas, c'est vrai, dans le secteur régulier, mais il y avait un apprentissage qui était plus individualisé. Puis ça, je suis quand même capable de le faire, puis de penser que chaque enfant dans la classe est différent, que j'en ai 25, 30, bien c'est 30 unités différentes qui ont leur rythme. Puis, je pense que c'est plus d'aller peut-être, d'aller chercher justement, même si on fait mettons, un enseignement collectif, de s'assurer que chaque individu a bien capté l'essence de ce que tu voulais transmettre. Donc, à ce niveau-là, je reviens toujours à l'individu, dans le respect du rythme de chacun. J'essaie de le faire, en tout cas, du mieux que je peux. Là. C'est pas toujours facile. Après cette petite introduction fort intéressante, avant de parler de William, donc tu as 2 enfants. J'aimerais ça que tu me parles de ta superbe fille Frédérique, que je connais depuis... oui, tellement. Quelle mesure, je sais pas, la 30 naissance. cm, oui, exactement. Ben oui. Ben là, elle a eu 28 ans. Donc, tu vois, nous, tu sais qu'on fête nos 30 ans d'amitié, hein? Exactement, je pensais à ça tout à l'heure. Parce que, oui. Oui, ma belle grande complice. J'ai toujours
dit que Frédéric, ça a été ma complice. C'est sûr, c'était mon premier bébé, ma première enfant. Mais dès que William est arrivé, je peux dire que ça a été aussi une grande sœur formidable et une complice pour moi. OK. Présentement, Frédéric, elle a trouvé sa voie en communication. Là, elle est à la télévision, donc elle travaille dans le milieu de la communication, du télévisuel. Elle fait des téléréalités. Donc, mais l'important pour moi, c'est que je sais qu'elle est épanouie, qu'elle est... c'est une belle jeune femme qui erre dans ce qui lui ressemble beaucoup dans tous les domaines de sa vie. Donc, mais c'est quand même assez spécial parce que c'est une globe-trotteur. Mm-hmm. Donc, j'ai vraiment 2 enfants sur 2 sphères différentes, si tu veux. Tu sais. Oui. Le même amour, mais 2 destins. Tout à fait. Et 2 vies vraiment, vraiment très différentes. Oui, oui. William est né en 98. Oui, William est né en 98. Puis au début, dans le fond, vous ne saviez pas que c'était un enfant différent. Là. Il y avait des petits enjeux. Le souvenir que j'en ai, il y avait des petits enjeux au début de santé, là, mais qui relevaient de la pédiatrie générale. Il me semble le souvenir que j'en ai quand vous habitiez à Roberval. Là, oui, des mais petites même... choses. Là, mais... Oui. À l'époque, le père de mes enfants est médecin. Mm-hmm. Et quand j'ai eu mon échographie de grossesse, à peu près 18 semaines pour William, Mm-hmm. il y avait déjà la radiologiste qui avait vu comme au cerveau de William une plaque sombre OK. qui s'est révélée être un kyste du plexus choroïde, OK. dans les termes médicaux. Je pense que puisque nous étions proches du milieu de la santé, tu sais, c'était des collègues de travail, tout ça, elle a peut-être été très... la radiologiste qui nous a rencontrés, Mm-hmm. peut-être plus délicate, puis elle nous a parlé peut-être qu'elle n'était pas certaine si justement il n'y avait pas une anomalie quelconque, ou donc c'est sûr que la seule chose qu'on pouvait référer par la suite, c'était d'avoir une amniosynthèse. Mm-hmm. C'est sûr que c'est un choix de couple. Mm-hmm. Puis à l'époque, c'est quand même différent pour la mère, puisque tu es porteuse, donc tu portes la vie. Puis déjà, c'est assez présent, tu as presque 20 semaines. Puis comme c'est une deuxième grossesse, tu le ressens bien. Pour le père, c'est un peu différent parce que justement, puis en plus que Alain est médecin, donc on était, je te dirais, on était un peu divergents. On voyait peut-être, on avait des perceptions différentes de ce que ça pouvait être, tout ça. Donc, mais finalement, j'ai accepté d'avoir l'amniosynthèse, puis qui s'est révélé, dans le fond, un karyotype tout à fait normal. Mm-hmm. Donc, moi, je voulais pas avoir le sexe, donc j'avais dit à mon médecin qui faisait le suivi que je voulais la surprise, donc à moins qu'il y ait quelque chose. Mais ce qui était divergent entre Alain et moi, surtout, c'est que du fait que quand tu passes une amniosynthèse, c'est qu'à quelque part, si tu apprends qu'il y a une anomalie quelconque, c'est plus dans le processus de dire que la suite sera peut-être de mettre fin à cette grossesse-là. Tout à fait. Et moi, dans ma perception à moi, puis surtout que je le portais, malgré que j'écoutais, j'entendais Alain, moi, personnellement, j'avais confiance, puis je me disais, même s'il y avait quelque chose, je pense que j'étais comme peut-être prête à l'intérieur de moi à accueillir cet enfant-là. Mm-hmm. Mais c'est très délicat quand on est en couple aussi, hein, donc tu vois, on a été comme un petit peu chanceux. Finalement, on n'a pas eu à penser à une suite de mettre fin à la grossesse, puisque le karyotype était normal. Donc, tous les deux, moi, j'ai continué la grossesse, puis c'était parfait. On s'attendait à avoir un bébé en santé. Et c'est pas ça. C'est pas assez. Donc, en même temps, on a comme voulu détourner un certain destin. Puis la science nous permettait de le faire, mais il y a quelque chose qui était plus fort. La vie est plus forte, finalement. Je sais pas de quelle façon l'exprimer, mais
Donc, je sais pas si ta question était de savoir comment on avait appris que... je m'en allais là, parce que je me rappelle qu'on se voyait beaucoup à l'époque, là, puis le souvenir que j'en ai, c'est qu'au début, c'était normal. Tout à fait. Puis il me semble qu'il y avait eu des petits enjeux, là, peut-être au niveau digestif ou autre. Puis c'est ça. de fil en aiguille, vous avez fini par consulter à Québec. Oui. C'est le souvenir que j'en ai, là, après quand même plusieurs années, là, presque 24 ans, donc... Mais je pense que dès que William est né, c'était un gros bébé de 10 livres, déjà très, très gros, qui avait l'air normal, tout à fait normal. Mais je te dirais que de mon côté, ça a pris presque, même pas quelques semaines, ça a pris quelques jours où j'ai commencé à me douter, oui, drôlement, qu'il pouvait avoir des enjeux de santé. Là. Puis, mais c'est ça s'est fait tranquillement. Donc, moi, je l'ai allaité comme je voulais le faire pour Frédéric. J'ai allaité quand même presque 10 mois Frédéric. Donc, j'avais eu l'intention de faire la même chose pour William, sauf que comme c'était un gros bébé qui avait vraiment... qui avait soif, j'ai passé au lait maternisé. Puis là c'est là qu'un peu les problèmes ont commencé. Parce que justement, tu sais, bon, les selles d'allaitement, c'est très liquide, donc c'était facile de voir que tout passait bien, mais quand ça a commencé à plus se former, tout ça, là, il y avait vraiment, je sentais que le bébé allait pas bien, il y avait un changement, en tout cas, qui se passait, puis donc j'ai consulté le pédiatre, puis aussi, c'est qu'il y avait quand même des petites anomalies physiologiques, si tu veux. Il y avait une hypotonie assez marquante. Puis c'était un bébé qui était très calme. Tout le monde enviait mon bébé. Puis les gens, gentiment, me disaient c'était un beau bébé, tout ça. Mais moi, je trouvais que même son faciès, il y avait des choses... Mais, tu sais, maintenant, c'est facile à dire, là, mais je trouvais pas nécessairement que mon bébé était comme les gens me le décrivaient. Je me disais, c'est drôle, il y a telle particularité, il y a la tête plate... il y a la base un peu du nez plat. Il y avait des petites choses. Puis, ce qui était un peu frappant aussi, c'est que, il y avait des mamelons surnuméraires. Donc, dans la ligne médiane des 2 mamelons, William, lui, avait, dans le fond, 5 mamelons. Donc, dans la ligne médiane, il y avait des petits mamelons. Donc, quand on étirait la peau, il y avait comme des petits points. Et ça, c'est Alain qui connaissait ça. Donc, c'est sûr qu'il y avait des petites choses que remarquait son père puisqu'il était médecin, que moi, je voyais pas. Mais ça a été... on a comme pas trop porté attention là-dessus, mais c'est plus quand on a consulté le pédiatre que là, il y avait un élément important, c'est que William, il était né avec un anus, dans le fond, une sténose anale. Donc, il l'empêchait, là, si tu veux, là, d'évacuer comme il faut. Puis, c'était comme un filamenteux, là, une espèce de membrane. Donc, il fallait opérer. Puis, j'avais quand même remarqué aussi au niveau de ses parties génitales que moi, j'avais une fille, j'avais pas eu de garçon. Mais je me disais, mais il n'est pas équipé. Il y avait comme un petit micro-pénis et je me demandais s'il y avait même des testicules. Tu sais. Pour moi, il y avait quand même des petits signaux physiques. Je comprends. Mais, et c'est pour ça que quand le pédiatre m'a parlé d'aller à Québec puis de rencontrer une chirurgienne, bon, tout ça, donc moi, je suis venue ici au CHUL, puis je t'avouerais que perso, sans nécessairement l'exprimer, il y avait trop de petites choses pour moi qui me sonnaient une cloche. Puis d'arriver ici au CHUL avec des spécialistes, tout ça, j'ai regardé la chirurgienne puis je lui ai dit, drôlement, je pense pas que mon bébé est normal. Donc elle allait l'opérer puis elle m'a dit, on pourrait investiguer parce que on est dans un centre... spécialisé. Donc, moi, je lui ai dit, savez-vous quoi? Moi, je soupçonne même qu'il est sourd. Je trouve qu'il est hypotonie. J'avais eu déjà quand même un autre enfant avant. Donc, pour moi, il y avait des petites choses qui étaient... qui différaient, puis ça me travaillait. Donc, je leur ai dit que j'allais...
accepté tous les tests qu'ils pouvaient faire, puis que, tu sais, on allait voir la suite des choses. Donc, je me suis installée presque 2 semaines. OK. Oui, suite à l'opération. Puis de test en test, c'est ça, on passait par à peu près, dans le fond, tous les spécialistes pour finir en neurologie avec un scan du cerveau. Puis, dans le fond, le scan révélait, dans le fond, un cerveau qui était plus petit que la normale, avec une certaine hydrocéphalie. Mais c'était plutôt une hydrocéphalie, tu sais, du liquide qui compensait l'espace, dans le fond, restant. Donc, c'était pas non plus... on pouvait pas faire grand-chose pour ça à ce moment-là. J'avais rencontré un généticien, un neurologue, toute la panoplie, puis il y avait beaucoup de choses qui étaient des comorbidités, là. Donc, mais on savait pas qu'est-ce que c'était, donc on a commencé à faire des recherches, et je te dirais que, c'est ça, ça a pris 12 ans. Mais avant d'avoir... À ce moment-là, lors de ces examens-là, William a quel âge? Mais il est tout bébé, hein. La première opération, il y avait 3 mois. OK. Mais là, à ce moment-là, vous réalisez que c'est un enfant différent, là. C'est clair. Oui, pour moi, c'était clair. OK. Mais clair de quelle façon, tu sais? Il y a des particularités, il y a des problèmes physiologiques, mais jusqu'où? Donc, mais très vite, tu sais, comme je te dis, je l'ai vu, puis très vite, avec le pédiatre, on a mis en place là, des moyens de l'aider, puis d'un peu le stimuler aussi, parce qu'on voyait qu'il y avait quand même un retard qui se présentait. Donc, il y a eu la physiothérapie, de l'ergothérapie, puis de l'orthophonie. En fin de compte, ça a été pendant... toutes ces années, finalement, qui ont suivi. Te rappelles-tu de ton état d'esprit à l'époque où, oui. Lorsque tu as réalisé là, que ce serait un enfant là, différent? Oui. C'est drôle parce que il n'y a pas un moment particulier, puis c'est parce que finalement, comme le diagnostic a été fait très, très tard, je savais, mais... il n'y a pas eu de réaction pour ma part. Moi, je me suis mis comme en mode action, dans le fond. Donc, il n'y a pas eu une réaction de... La colère ou... non. Du déni, non? Mais j'ai pas eu ça, non. Okay. Au contraire, j'ai toujours eu le sentiment que j'avais tout ce qu'il fallait, puis j'étais préparée à accueillir un enfant comme William, mais ne sachant pas encore. Donc, c'est peut-être ça aussi qui m'a stimulée, puis qui a fait que je me suis jamais arrêtée à me poser la question, d'ailleurs, en passant, ou à m'apitoyer, Non, je me suis mis, comme je te dis, en mode action. Donc, j'ai commencé à aller à des rendez-vous. Tu sais, c'était très prenant, là, parce qu'il y a des enjeux quand même importants. Mais je te dirais que c'est très tard, puis même à l'adolescence, puis peut-être même à l'âge adulte, que je me suis dit « Wow! » Je pensais pas que William était aussi atteint, si tu veux. OK. Avec drôle, le recul. Hein? Ouais. Okay. Ça m'a pris beaucoup de recul. Mais parce que, c'est ça, à l'époque, j'ai pris tout ce que je pouvais. Dans le fond, j'ai juste été une maman, finalement, au départ, parce que, tu sais, t'as un bébé, puis j'étais pas différente d'une autre maman, sauf que c'est sûr que, moi, j'allais en physio, j'allais pas à la natation, j'allais en ergo, j'allais peut-être pas... mais comme on savait pas, j'avais pas de limite. J'étais là, je stimule, puis on avance, puis les petites choses qu'il faisait, c'est sûr, tu sais, que William, il s'est pas assis toute seule à 6 mois. Donc, dans la normalité, à 6 mois, il s'assoit. Lui, il s'est assis à 1 an. Mais il s'est assis un jour. Puis aussi, c'est que, c'est sûr que comme personne savait, puis qu'il y a personne qui pouvait me dire exactement, c'est sûr que j'ai eu, à un moment donné, un orthopédiste qui m'a dit « Je pense pas qu'il va marcher. »
moi, c'est drôle, j'avais pas de doute. Voyons, il va marcher. Mais c'est vrai que quand il y a 2-3 ans, tu le mets debout, puis il perd l'équilibre, puis il marche pas, ben tu te dis, voyons, il y a tout ce qu'il faut, mais ça fonctionne pas. Donc, mais tu continues, puis tu trouves des outils encore meilleurs, puis tu évolues. Moi, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai évolué en même temps que lui. Donc, j'ai jamais eu de surprise ou je l'ai eu par après, de penser puis de réaliser. Comme là, des fois, quand je m'arrête puis je le regarde à bientôt 25 ans, je me dis « wow », mais je le savais pas, tu sais, je me suis jamais imaginé ça. Moi, je pense que tout le long, je l'ai accompagné du mieux que je pouvais, j'ai donné des ressources, tout ça, mais de savoir où est-ce qu'il, tu sais, à 25 ans, il serait, ben j'y ai jamais pensé, je me suis jamais arrêtée à ça. Puis je l'ai jamais fait d'ailleurs pour... j'ai quand même assez éduqué mes 2 enfants de la même façon, drôlement. Tu sais, j'ai pas été différente, c'est drôle, tant que ça avec William que je l'étais avec Frédéric. D'ailleurs, ça la faisait rire parce que quand il était jeune, tu sais, je faisais, mettons, des petits comités pour qu'on règle des petits trucs familiaux, comme leur présenter le panier de linge sale pour qu'ils puissent déposer leurs vêtements. On aurait dû faire ça ici aussi. Ben ça, c'est un restant de Montessori, peut-être. Okay. Mais je me souviens que je parlais de la même façon à Frédéric qu'à William, puis je disais, je vous présente le panier de linge sale, voici l'endroit où vous devez mettre vos choses, puis après, je m'occuperai du lavage. Bon. Puis, donc, il y avait des petites choses comme ça. Frédéric, des fois, me regardait, mais j'étais là, c'est bon pour toi, c'est bon pour lui. Puis lui, il me faisait des fois des signes de tête, puis il avait l'air à comprendre, puis je pense qu'à ce jour, il est meilleur. OK. Il est meilleur. Puis pour plein de petites choses, parce que il était quand même capable de... Tu sais, j'ai jamais arrêté de le stimuler, puis drôlement, j'ai toujours parlé à William comme je parlais à Frédéric. Puis encore là, aujourd'hui, je parle à William comme si... Ben, je lui parle pas comme je te parle, mais comme à un adulte, si tu veux. Puis des fois, je me dis, ben, il comprend ce qu'il comprend. Puis c'est surprenant de voir ses réactions des fois. Donc, je dirais qu'à l'époque, c'est ça. Je me suis jamais arrêtée. Je voulais rendre Frédéric, lui donner tous les outils pour qu'elle devienne autonome, indépendante dans sa vie. Puis, j'ai tenté du mieux que je pouvais de faire la même chose avec William, dans ses limitations, même dans ses limitations. C'est plus complexe, mais finalement, Jean-Pierre, c'est pas complexe quand on le vit à l'intérieur de la maison. C'est simple. C'est une maman qui élève des enfants dans l'amour, la bienveillance, qui donne des outils, tout ça. C'est socialement que ça se complique quand on sort à l'extérieur. Okay. C'est là que, dans le fond, ça change. On prend plus connaissance de la différence à ce moment-là? Ou... Oui. Tu sais, je me souviens d'avoir été chercher Frédéric à l'école avec William, puis d'avoir été dans un petit café après pour, leur payer une gâterie. Puis il y avait de la musique, puis William s'est levé, il avait comme peut-être 12-13 ans, donc il commençait quand même à être un peu grand. Puis là, il s'est mis à danser. Puis je me souviens que Frédéric m'avait dit « Ouais, mais là, maman, fais quelque chose, tu sais. Ouais. » Puis j'avais dit, mais j'avais plutôt réalisé que, dans le fond, chez nous, on danse, puis on met de la musique, puis on danse. Mais là, parce qu'on est dans un milieu social, un milieu public, là, il y a des choses qui se font comme pu. Tu comprends? Mm-hmm. Ça me fascine. Ça te fascine ou ça t'agace? Ça m'agace un peu, oui, okay. Parce que en réalité, c'est drôle pour en revenir à quand j'étais enseignante. Je me souviens très bien qu'il y avait quelque chose dans la classe qui m'agaçait, puis c'était les enfants qui venaient me dire « Tel enfant a pété », tu sais, ou... Et je me souviens de les avoir réunis en groupe, puis d'avoir dit « Bon, on a un petit enjeu important dans la classe, donc levez la main ceux qui ne pètent pas. » Puis là, les enfants, ils me regardaient, puis tu sais, levez la main ceux qui pètent. Donc, moi, j'ai levé la main. Okay. Puis là, les enfants me regardaient, puis ils n'osaient pas lever la main. Okay. Puis sincèrement, là, moi, j'étais devant un groupe de 3, 4, 5 ans. Puis je me disais, voyons, ils ont déjà ça de penser que c'est comme mal socialement ou que acceptable. Socialement acceptable ou pas. Donc, c'est sûr, c'est très éducatif, tu sais, dans le sens que
probablement qu'on leur a dit, péter, c'est pas une chose qu'on doit faire. Pourtant, c'est quelque chose d'assez naturel. Puis je te parle de ça parce que c'est un enjeu avec William. Écoute... Parce qu'il n'y a pas de retenue. Parenthèse, parce qu'on le vit dans mon domaine aussi. Là. Moi, en tant que chirurgien digestif, la reprise du transit intestinal, pour nous, c'est quelque chose de très important. Donc, on pose cette question-là à tous les patients, à tous les jours. S'ils ont passé des gaz, tu serais surprise par la quantité de gens qui nous disent « Moi, je suis pas jamais. » Là, on passe à une autre question. C'est spécial. Mais revenons à nos moutons. Non, mais c'est pour te dire comment il y a des conditionnements, il y a des choses, tu sais. Puis c'est pour ça que je te dis que, oui, ça m'agaçait un peu parce que, tu sais, on n'était pas si dérangeant, il n'était pas dérangeant, c'était pas un comportement là, qui allait... mais c'est vrai qu'il y avait un regard qui s'installait. Puis William, c'est une belle personne physiquement, c'est un beau garçon, un beau jeune homme. Puis même plus jeune, on pouvait pas croire, mettons, qu'il était assis à la table, qu'il avait un certain handicap. Hein? Les beaux grands yeux bleus, tout ça. C'est plus quand les traits ils ont grossi en vieillissant que maintenant. Mais même encore là, des fois, je te dirais que c'est plus le comportement ou quand il se met à s'exprimer qu'on voit la différence. Mais sinon... c'est un beau garçon, puis des fois, je me demandais si ça n'aurait pas été plus facile, justement, s'il y avait comme... ça n'avait pas été marqué comme handicap. Parce que lui, c'est la déficience intellectuelle, là. Donc, c'était pas marqué. Maintenant, moi, je le vois, là, parce qu'il y a quand même un faciès particulier, tout ça, mais c'est pas tant visible parce que c'est pas connu non plus. Donc... je pense que ça aurait été peut-être plus acceptable, mais comme il passait pour quelqu'un tout à fait peut-être normal, mais je pense que c'est ça. C'est là qu'on s'est aperçu que quand on sortait de la maison, c'était plus socialement qu'on avait que ça devenait comme un problème, si tu veux. Ou qu'on notait la différence. Est-ce que ça t'empêchait de sortir? Jamais. Non, okay. Jamais. Moi, j'ai essayé j'ai normalisé, si tu veux, même la vie de William. Mais non, il y a toujours... jusqu'à ce que je puisse plus le faire, il m'a souvent accompagné, il était présent, c'était pas... Non, il faisait partie de notre vie, puis il était bien accepté, puis encore aujourd'hui, c'est sûr, c'est différent, mais non, moi, au contraire. Avais-tu l'impression ou avais-tu peur à l'époque de négliger Frédéric, compte tenu que William demandait plus de soins? Est-ce que c'était une considération ou tu y allais simplement naturellement en donnant à chacun ce dont il avait besoin? Ça a été une vigilance, moi, je te dirais, de ma part. Parce que j'étais déjà concernée, je le savais déjà. Puis je te dirais que j'ai choisi de ne pas, justement... je te parlais de complicité avec Frédéric, mais je ne l'ai jamais responsabilisé pour son frère. Et puis comment ça s'est démontré, si tu veux, c'est qu'à l'âge où elle pouvait comme garder, moi, j'engageais ses amis. Okay. J'engageais les amis de Frédéric pour garder William, tu sais. Puis je me prenais des moments aussi avec ma fille. Donc, non, j'ai trouvé ça quand même important. C'est sûr que Frédéric aurait peut-être une autre perception, mais de mon côté, en tant que maman, j'ai toujours essayé d'avoir une certaine vigilance à ce niveau-là, puis lui permettre d'évoluer dans sa propre vie à elle. Puis, non, en tout cas, j'ai fait mon possible pour pas ça lui soit imposé. Trouves-tu que la perception des gens a changé sur une période de 25 ans, le regard que les gens portent sur une personne comme William au fil du temps, l'acceptation sociale ou le sentiment de déranger? As-tu l'impression de moins déranger aujourd'hui que lorsqu'il avait 10, 12 ou 15 ans, disons? Ou... Non. Mais ce que je trouve, c'est que, veux pas, comme je te disais tantôt, tu sais, j'ai laissé aller certaines choses, mais on a quand même comment je pourrais dire? J'avais quand même une certaine retenue pareille, tu comprends? Que j'ai gardée.
je m'aperçois, pour pas qu'il soit comme qu'il dérange socialement, par contre. Tu vois, hein? Tu sais, j'ai essayé de le normaliser, tout ça, mais c'est pour ça que je te dis, mais j'ai toujours eu, tu sais, cette petite, pas inquiétude, mais considération que je pouvais arriver dans un endroit où peut-être qu'il serait pas si bien vu ou qu'il pourrait être dérangeant, tu sais. Donc, j'ai toujours gardé ça en tête. Puis encore aujourd'hui, je te dirais que, tu sais, je sais si c'est bien que j'aille avec lui à un tel endroit, qu'il participe à une fête, un événement, ou tu sais... donc... est-ce que la question était si le regard des autres... En ce sens, je suis sur quand même un quart de siècle là, dans la société, l'ouverture des gens, justement, des enfants qui sont différents. Mais ça dépend de... Tu sais, je te dirais que c'est la méconnaissance, c'est quand t'es pas... tu sais, ma famille, mes amis, mon entourage, tu sais, c'est depuis le départ qu'ils ont vu grandir William, qui ont appris à le connaître, donc ça leur a peut-être permis d'avoir une certaine aisance, si tu veux, ou un regard différent sur, justement, les enfants différents. Je pense que si tu viens d'une famille ou d'un milieu qui n'a pas été en contact, ça peut rester encore quelque chose qui est pas effrayant, mais qui peut un peu être inquiétant ou tu te sens nerveux. Ou, ça, je pense que c'est plus ça. D'ailleurs, j'ai souvent amené William dans mes classes quand j'enseignais. OK. Ouais. C'était fascinant parce que j'annonçais sur l'heure du midi, je disais, vous savez, après-midi, mon fils congé, puis dans le fond, il va venir nous rejoindre. Puis je leur disais, mon fils, il a comme 10 ans, 8, 9, 10 ans, puis... et là, je disais pas que William était différent ou quoi que ce soit. Donc, il arrivait à mon travail. Puis là, on faisait la rentrée après le repas, puis on était en cercle, puis là, je leur disais, je vous présente William, c'est mon fils. Mais c'est sûr que déjà, les enfants avaient remarqué là, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Oh ouais. Puis les regards étaient vraiment... Premièrement, il y en avait qui avaient une certaine crainte, je te dirais. Peut-être ceux qui étaient plus osés ou qui étaient peut-être plus forts venaient me voir puis me disaient « C'est ton fils il va bien? » Je dis « écoute, franchement, il a l'air heureux aujourd'hui. » Puis là, j'entendais, mettons, des petites conversations genre « je pense qu'il est handicapé » ou il y avait des termes qui sortaient « il est pas correct » ou « je pense qu'il est malade » ou entre eux, les enfants remarquaient qu'il y avait une grande différence puis ils se posaient des questions. En tout cas, il y avait quelque chose qui ne fitait pas. Puis alors, je m'assoyais avec eux, puis là, j'essayais d'amener le sujet de la différence. Puis par rapport à justement, tu sais, que dans la classe, il y avait peut-être une petite fille qui portait des lunettes, il y en a un autre, il y en avait un qui s'était cassé le bras à un moment donné, donc il y avait un plâtre. Donc j'ai toujours essayé justement de présenter William comme un être humain qui est différent, mais différent comme chacun de nous, différent comme toi. Puis c'est drôle parce que j'ai rarement utilisé le terme handicapé d'ailleurs. J'ai utilisé beaucoup le mot « différent ». Puis, c'est drôle parce que je l'ai même intégré dans le vocabulaire de William. Chaque fois qu'il me disait, parce qu'il dit quand même des petits mots, il dit « handicapé », tout de suite après, il dit « différent ». Puis, je sais pas, ça me parle, ce terme-là. Puis, c'est comme ça que j'ai peut-être transmis comme aux enfants dans ma classe, puis à tous ceux qu'on a côtoyés, que c'est seulement différent. Un peu comme on parlait dans le texte, entre l'Italie et la Hollande. C'est juste, dans le fond, c'est pas plus beau, c'est différent. Quand tu parles justement de dire que William est handicapé, est-ce que toi,
ce terme-là ou cette façon de décrire quelqu'un, est-ce que ça t'agace? Pas du tout. Parce que parfois, certaines personnes vont dire que c'est réducteur, comme si on résumait la personne à son handicap par rapport à la formulation de dire que c'est une personne qui est en situation de handicap, puis de dire finalement cette personne-là ne se limite pas à son handicap. Oui. Non, je joue pas tant sur les mots. J'adore les mots. Toi, ça ne t'agace pas? Non, pas du tout, par contre. Non. C'est juste que moi, quand je l'utilise, non, mais je dis souvent, moi, je suis la maman d'un enfant qui est lourdement handicapé. Je peux le dire, formulé comme ça. Puis, mais quand j'aborde, mettons, le sujet, comme avec les jeunes, je parle plus de différence, c'est ça. Je mets moins l'accent sur l'handicap. C'est ça, oui. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Lucie, si je comprends bien, le diagnostic exact de William est arrivé plutôt à l'adolescence, là, ou avant l'adolescence, vers l'âge de 12 ans, tu disais tout à l'heure? C'est ça, exactement. Si tu me racontais un peu, là... Oui. Moi, tu sais, comme je t'ai dit, lors de notre séjour au CHUL, quand il était bébé, j'avais rencontré un généticien. Puis finalement, lui, il a pris sa retraite, puis il m'a présenté celle qui allait devenir une personne importante dans la vie de William et moi, la généticienne Dr Rachel Laframboise. Moi, quand je l'ai rencontrée, cette femme-là, c'était une chercheure, puis elle aimait beaucoup tout ce qui était nouveauté, si tu veux, puis j'avais l'impression qu'elle nous a vraiment pris en charge en disant « Je peux pas te dire, j'ai pas de réponse présentement sur ce que je peux voir d'un diagnostic précis pour William au niveau de la génétique, tout ça, mais moi, je serais quand même, je ferais équipe avec vous autres, puis je serais prête à faire un suivi régulier, puis qu'on arrive probablement à avoir un diagnostic réel. » Puis elle me disait qu'à l'époque, c'est ça, on retourne il y a 25 ans, je crois qu'il y avait encore au moins plus de 60% de noms de personnes vivant avec un handicap quelconque qui n'étaient pas nécessairement diagnostiquées, si tu veux. Okay. Donc, puis elle se disait qu'il y avait quand même eu une évolution parce que dans les années précédentes, il y en avait eu 100%, à un moment donné, 70%, puis ça diminuait, puis ça l'encourageait, puis là, elle venait de trouver un nouveau cas, si tu veux, avec William. Donc, moi, j'ai gardé un suivi très régulier, assez régulier, c'était une fois par année, j'allais la voir. J'allais voir les autres spécialistes, mais elle, en plus, j'aimais profondément aussi cette femme-là qui était d'une compassion, d'un grand humanisme, puis finalement, elle a toujours été pour continuer la recherche. Puis moi, de mon côté, ça me prenait un diagnostic.
Donc, j'ai inventé un diagnostic. Donc, c'est peut-être pas fou ce que tu disais, que tu pensais que... Mais un jour, j'étais tannée, justement. Tu sais, tu voulais avoir des services. Puis surtout, quand j'ai déménagé à Québec, je suis passée on était au CRDI du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mhm. Pour passer, il n'y avait pas comme passer le flambeau, là. On recommençait comme à zéro. Donc, quel est son diagnostic? Mais c'était pas clair. Donc, moi, j'ai rentré toutes dans le fond, les particularités, les caractéristiques de William, physiologiques, son retard psychomoteur, j'ai tout rentré ça. Puis pouf, il m'est sorti le syndrome FG. Bon, FG, c'était comme le X fragile, si tu veux. Puis Okay. puis dans le fond, j'ai décidé un peu de l'utiliser. Bon, quand j'arrivais, mettons, au CLSC, avez-vous vu un diagnostic? Syndrome FG. Mais dans le fond, les gens ne s'attardaient pas non plus. C'est comme si ça prenait juste un mot. Comme si c'était administratif. Administratif. Mm. Oui, tu l'as bien dit, Jean-Pierre, c'est exactement ça. Donc, je me sentais pas tant fautive. Je me disais, au moins, tu sais, on peut avancer. Parce que oui. pour moi, c'était toujours ça. Pour avancer, là, on est en mode action. Donc, mais ce qui est drôle, c'est que je l'ai oublié, moi, ce syndrome-là, parce qu'après, on a eu le réel diagnostic pour William, mais il y a même quelques années, à peine il y a 4 ans, je pense, que j'étais à l'hôpital avec William, puis il y a un médecin qui me dit « Bon, alors, c'est toujours le syndrome FG. » Je suis partie à rire parce que ça avait suivi un peu, mais c'était plus le cas, là. Okay. Donc, en fin de compte, c'est ça a pris 12 ans, mais je dois dire que c'est autour de 2012, je crois, ou 2011. Bon, les dates exactes, mais de toute façon, il a été écrit en 2010, ce syndrome-là. Il y a eu les premiers écrits, la découverte, si tu veux, puis je sais pas si on va homologuer un syndrome, là, mais c'est en 2010. Donc, c'était un peu normal que, tu sais, moi, j'étais au tout début, là, en 2011 ou 2012. Et, c'est ça, la docteure Laframboise était très excitée d'avoir trouvé puis de dire, bon, on a enfin un diagnostic. Puis là, elle m'a dit, est-ce que tu veux un crayon, un papier pour écrire ça? Parce que c'est quand même particulier, tout ça. J'ai dit, non, mais dites-moi, tu sais. Et c'est une délétion subtélomérique 9Q34.3. OK. Ouais. Je l'ai même pas écrit, mais je m'en suis toujours souvenue. Okay. C'est comme si j'attendais, tu sais, tellement, puis que là, on venait de mettre un nom. Donc, dans le fond, ce que c'est une maladie génétique qui est quand même assez rare. Puis, c'est à la base du chromosome 9, dans le fond, on a tous un gène, le HEMT1. Et quand il peut y avoir une suppression, dans le fond, dans le cas de William, c'est une suppression, dans le fond, de ce gène-là, positionné au chromosome 9. Donc, il y a 2 types, là, mais William, il y a 50% qui ont la délétion dans le bras long du chromosome 9, puis il y a la suppression du gène HEMT1. Donc, finalement, ça s'appelle le syndrome Kleefstra. Puis ce qui est particulier, c'est comme, nous, ce qu'on connaît, c'est comme le syndrome Down, qui est la trisomie, soit 18 ou 21. Dans le fond, c'est un peu pareil, finalement. C'est que, il y a des caractéristiques particulières, même physiologiques, qui font que ces enfants-là, comme on peut reconnaître sur la rue un enfant qui est trisomique, je te dirais qu'on pourrait reconnaître un enfant Kleefstra. OK. Mais comme c'est très rare, puis c'est peu connu, puis là, il n'y en a pas. Moi, j'en connais pas tant d'autres, mais quand on va sur Internet, voir les photos, tout ça, il y a des enfants qui ressemblent drôlement à mon fils, là. OK. Il y en a même, c'est des photos, je sortirais des photos de William, c'est pareil dans son enfance, il se ressemble énormément. Puis c'est autant garçon que fille. Donc, il y a une déficience intellectuelle, il parle d'hypotonie infantile. La première chose que j'avais remarqué d'ailleurs chez William, un retard sévère de langage, de communication, ce qui a été vraiment le cas. Il y avait une dysmorphie faciale, donc ce que j'avais un peu remarqué, tu sais, parce que William, il y a des sourcils particuliers, un mono-sourcil, si tu veux. Ensuite, il y a la base du nez plat. Il y a
l'hypertaylorisme, il y a vraiment un écart entre les deux yeux. Ouais. Le front large. En tout cas, si tu lis, c'est tout à fait William. Il y a aussi des malformations cardiaques, des anomalies génitales, comme William, qui avait cryptorchidie, micropénis, ces choses-là. Il y a au niveau ophtalmologique. Donc, évidemment, William, il porte des lunettes et très tôt, là, à 9 mois, 10 mois, il avait ses premières lunettes. On parle aussi, finalement, des troubles sévères comme la constipation sévère. Là, il y a des troubles aussi de comportement, d'agitation. Puis, il y a un changement dans les écrits qui se dit justement vers l'âge de l'adolescence. Puis c'est exactement ce que j'ai vécu. Mais tout ça sans le savoir, finalement. Tu sais, j'ai rien su. Je te parle de ça, j'ai constaté au fur et à mesure, mais c'est quand il y a eu 12 ans que j'ai pu mettre un nom. Mais finalement, j'en ai pas plus su, si tu veux, là, parce que c'était nouveau. Puis, le fait d'apprendre ou d'avoir un nom à mettre sur le diagnostic, est-ce que ça soulage ou ça fait du bien? Ou ça... Non. OK. C'est drôle parce que au départ, tu sais, c'était aussi en même temps, tu sais, dans les années là, où il y a eu, l'avènement là, des réseaux sociaux, tout ça. Donc là, moi, j'ai commencé, puis même Alain le fait, à aller voir, à en savoir un peu plus, parce qu'ici, on n'en savait pas plus, là, même avec le diagnostic. Donc, on a vu qu'il y avait des associations de familles, mais c'était au tout début. Puis moi, à un moment donné, j'ai cliqué tout que je vais aller voir ce que c'est. Puis il y avait peut-être, mettons, dans le monde, 100 personnes, mais quand j'ai rentré, ils demandaient de nous présenter. Là. Moi, je disais, je suis la maman de William. Puis à l'époque, il y avait moi, quand j'ai commencé, il y avait 17 ans, je pense. Donc, j'ai dit qu'il y a 17 ans. Et là, c'est ça l'affaire, c'est que après, comme là, c'était découvert, là, maintenant, on peut aussi le découvrir plus tôt chez les enfants. Donc là, ils sont plus jeunes, les enfants. Et là, moi, j'ai commencé à recevoir des messages, même personnels, tu sais, qui me demandaient, qu'est-ce qui se passait, tu sais, mettons. Moi, j'ai un petit garçon, il a comme 2 ans, puis... Et là, moi, j'ai paniqué un petit peu, si tu veux. Je me suis dit, est-ce que j'ai le goût de dire à ces mamans-là le trajet, la route qu'ils vont avoir à faire? Parce que moi, comme je savais pas, je pense que ça a été plus facile. Plus facile, oui. J'ai évolué en même temps que lui. Il n'y avait pas de limite. On ne le savait pas. On avance, on continue. On trouve des outils, des meilleures façons de faire. Donc, j'ai quitté, dans le fond, ces groupes-là. Ces groupes-là. Puis aussi, c'est que je me disais tout d'un coup que est-ce que je veux vraiment savoir moi aussi la suite? OK. Donc, tu me demandes si ça a changé quelque chose? Oui, à quelque part, je me dis aujourd'hui, je pourrais peut-être, elle doit savoir c'est quoi la suite aussi, parce que dans le fond, Cliff Strass, c'est le nom du médecin qui s'appelle, j'essaie de prononcer son nom, là, Jitske Cliffstra, qui est une médecin hollandaise. Donc, je me dis, où en sont ces recherches? Est-ce que j'ai le goût de connaître la suite? Parce que dans les derniers écrits, je crois qu'il parlait aussi d'une dégénérescence à certains niveaux, tu sais, puis... donc, pour le moment, je suis encore un peu sceptique Ambivalente. Oui, c'est ça. Comment avez-vous vécu le passage à la médecine adulte? Souvent, on entend des choses, que ce soit... de mon côté, je te dirais, c'est en gastro-entérologie. Souvent, on voit des patients suivis en pédiatrie, en gastro-entérologie pédiatrique, puis un suivi qui est vraiment, je dirais, là, A1. Oui. Puis le passage à l'âge adulte, souvent, il y a une petite chute, là, il y a une coupure. Oui. Bien, c'est vrai. Puis ça allait aussi dans le milieu de l'éducation. Okay. Aussi. Pour ces enfants-là. Donc, moi, dans le fond, William, comme c'était... ça touchait la maladie mentale aussi,
il s'est désorganisé comme vers l'âge de l'adolescence, comme je t'ai dit tantôt. Donc, on s'est ramassé, on s'est fait diriger vers l'hôpital Sacré-Cœur, qui est l'hôpital psychiatrique pour enfants, qui est un lieu extraordinaire, tant qu'à moi, puis qui soigne pas juste, les enfants en déficience, tout ça, mais qui traite aussi des troubles d'anorexie, la boulimie chez les enfants, mais c'est axé vraiment pour les enfants. Donc, William s'est retrouvé là, hospitalisé quelques fois, mais comme c'est les enfants, tu sais, c'est peut-être un milieu qui est je sais pas si c'est plus gai ou... mais moi, je savais que à 18, s'il y avait à aller dans un endroit, un hôpital psychiatrique, c'était Robert Giffard. OK. Et, tu sais, moi, à l'âge que j'ai, les souvenirs qu'on entend, Giffard, ouais, c'est comme un asile psychiatrique. C'est... Donc, moi, je craignais beaucoup le passage. Puis finalement, c'est comme n'importe quoi, tu sais, quand on connaît pas, puis finalement, un jour, oui, il s'est retrouvé à Robert Giffard. Puis, écoute, ça s'est super bien passé, tu sais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que le suivi, je te dirais, plus au niveau comme des équipes multi. Quand ils sont enfants, il y a comme plus à tous les niveaux. C'est comme si toutes les sphères, là, que ce soit l'éducation, à l'époque, il y avait la physio, l'ortho, tu sais, ils se réunissaient, on avait des groupes multi qui pouvaient accompagner notre enfant, ce qu'on ne retrouve pas à l'âge adulte. OK. Donc, ça, c'est plus difficile, je te dirais. Parce que les suivis sont pas comme... Tu sais, il y a moins de... Tout est un peu éparpillé, tandis qu'à l'enfance, c'est peut-être plus... c'est relié, interrelié. J'aimerais ça que tu me parles du moment où de la décision qui a dû se prendre peut-être de devoir placer William dans une famille d'accueil, parce que je présume que c'est une décision qui s'impose, mais qui est ultra difficile aussi à certains égards. Oui. Tu sais, tantôt, tu me demandais comment j'avais vécu l'arrivée de William, ou plutôt, tu sais, de l'arrivée de la possibilité d'avoir un enfant qui vivait avec un handicap. Moi, ma plus grosse réaction, c'était qu'il a quitté, dans le fond, la maison pour aller vivre dans une résidence. Mais ça aussi, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on pense qu'on va faire. Moi, j'y avais jamais pensé. Puis, tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé d'une désorganisation à l'adolescence, puis c'est ça qui s'est passé. Puis la désorganisation, était mentale, tu sais. Parce que tant que William a pu suivre ma vie, mon rythme, ça se passait super bien. Mais un matin, tu sais, quand t'es rendu, là, ton fils a 15 ans, puis il veut pas se lever, là, il a grandi physiquement, tout ça, puis là, il y a comme... Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Là, toi, il faut que tu ailles travailler. Lui, il va à l'école. Et là, ça se passe pas comme ça. Puis, donc, il y a eu un moment de crise avec William vraiment difficile. Puis, il a été interné pour comprendre, dans le fond, parce que, tu sais, comme c'est mental, on peut pas voir, tu sais, c'est pas concret, là. Puis moi, j'avais des outils, oui, mais à un moment donné, j'étais comme... On était ailleurs, là. On était vraiment dans plus... tu sais, il pouvait me frapper, puis il y avait des réactions plus violentes, si tu veux. Puis donc, là, il est sorti de la maison pour aller justement à l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur, où là, on évalue, puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, on regarde ses comportements, puis on prépare aussi le retour, parce que moi, on m'avait dit, on va vous donner après ça aussi des outils concrets, tout ça, mais je te dirais que dès que tu rentres comme là, à l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur, dans un hôpital, la solution facile, je pense, pour plusieurs, ça a été souvent aussi, puis ça l'est encore, la médication. Donc là, William, ils ont commencé à lui donner de la médication. Puis là, tu as des effets secondaires. Donc là, tu sais, tu traites pour les effets secondaires. Donc là, tu te ramasses, oui, avec une espèce d'enfant qui est plus calme. On pense avoir trouvé la solution.
Mais ça a été... Puis c'est essai-erreur, hein, la médication pour traiter des troubles mentaux. Donc ça, c'était une partie très, très difficile. Vraiment, vraiment difficile parce que finalement, ben c'est sûr qu'il ressortent. Il est revenu dans le milieu naturel, à la maison, tout ça, mais c'était pas traité. Tu sais, on était encore dans une période où moi, j'avais de la misère à gérer vraiment la situation. Donc, il a été avec le CLSC, parce qu'il y a beaucoup de services au CLSC. Donc, j'avais quand même un suivi. Puis, mais il n'y a pas de bouton où tu presses puis tu dis, ben SOS, CLSC, puis ils s'en viennent. Donc, encore là, ils m'ont proposé de l'amener dans une résidence, une maison en gestion de crise, avec des spécialistes. Puis, ils m'ont offert ça. Puis, ils ont dit, ben pendant 30 jours, tu sais, là, on va voir comment ça se passe. Puis, donc, je me souviens de cette soirée-là où je suis allée le conduire. Puis, c'est difficile parce que, tu sais, tu le laisses, puis il faut que tu fasses confiance, puis tu as toujours été celle que tu croyais que tu connaissais le mieux. Tout à fait. Puis finalement, là, avec la personne du CLSC, j'avais un suivi extraordinaire. J'ai été bien entourée. Moi, j'ai été chanceuse de trouver des gens sur ma route comme cette dame-là au CLSC qui prenait sa retraite, puis qui m'a mis carte sur table à ce moment-là. Elle m'a dit, écoutez, moi, j'étais séparée, j'avais la garde exclusive des enfants, tout ça, j'avais encore Frédéric avec moi. Puis là, elle me donnait un peu le portrait peut-être futuriste de ma vie. Donc, puis moi, je m'étais jamais arrêtée à ça. Puis elle me dit, bien, vous savez, bon, là, William il va revenir, on va vous donner des outils, tout ça, mais avez-vous déjà pensé que, à l'âge où il est rendu, de faire comme un placement? Puis là, moi, j'avais jamais pensé à ça, je connaissais pas ça. Puis elle me dit, vous savez, là, il est scolarisé jusqu'à 21 ans. Donc là, bon, il approchait, il a 16 ans, 17 ans, il s'en va vers ses 21 ans. Après ça, après la scolarisation, ça dépend de tes capacités, là. Donc, puis là, elle me donnait un portrait assez juste en disant, mais si jamais vous voulez faire aussi cette demande-là, il y a quand même une attente 8, 10, 12 ans. Il y a cette réalité-là. Donc, elle a joué, tu sais, elle m'a vraiment été honnête, puis elle a joué, tu sais, elle a mis carte sur table, puis elle m'a dit, je suis pas dans votre situation, je suis pas vous, puis la maman, ça peut être difficile, tout ça, mais elle m'a dit, vous savez, dans la situation que je vois, où William est maintenant sorti de la maison, dans une maison en gestion de crise, ça se passait quand même assez bien. Si vous faites une demande, ça pourrait peut-être se passer aussi plus rapidement que vous le pensez, vu la situation familiale. Donc, moi, j'ai fait confiance. C'est une dame que je faisais confiance, tout ça. Puis, on a... Est-ce qu'on a réfléchi? Tu sais, oui, on réfléchit, mais on a signé la paperasse, puis oui, c'est une décision qui est rationnelle, hein, tu sais, bon. Puis, et Alain et moi, on a signé, puis finalement, c'est arrivé très rapidement. C'est ça l'affaire. C'est que ça s'est passé dans l'espace de quelques mois. Où là, on avait trouvé une résidence, une dame qui ouvrait une maison avec des jeunes garçons. Puis William, il avait un profil qui pouvait... Donc, finalement, c'était comme pour eux une bonne nouvelle, hein? C'était « wow », puis vous êtes chanceux, on nous a présenté ça comme vraiment, c'est un privilège présentement, puis vous devriez, tu sais, sauter sur l'occasion, si tu veux, puis tout ça. Puis en même temps, tu sais, tu repenses à ta vie à côté, parce qu'elle aussi, elle donne les autres côtés, où tu aurais du temps, tu sais, t'es encore présent dans la vie, mais... Puis à part ça, c'est dans le fond comme vous allez faire pour votre fille, vous allez la laisser partir, elle va avoir sa vie. Bon. C'était présenté comme ça. Donc, ça s'est passé super vite. William, en effet, il est déménagé de la maison de gestion de crise à une résidence intermédiaire. Et c'est là que moi, tout s'est effondré, dans le fond. Ouais, c'est là que j'ai eu la plus grosse réaction. OK. Ça a été difficile. OK. Oui. C'est encore difficile quand j'y pense. Ouais. Mais en même temps, c'est que tu prends une décision rationnelle, puis là, c'est parce que quand ça tombe au niveau des émotions, c'est sûr que il y a
il y a vraiment un mal-être qui, pour moi, de mon côté, s'est installé. La culpabilité, tu sais, Puis, donc, j'allais le voir, oui, j'avais le droit à des sorties éventuelles. Puis, tu sais, dans le fond, il était encore présent, comme si, dans le fond, il était parti vivre en appartement pour jouer au hockey dans une autre ville. Tu sais, c'était comme ça qu'on me l'avait présenté. Mais là, c'était plus difficile parce que, là, il vit chez une dame que tu connais pas, tu essaies de lui faire confiance, puis tu dois t'ajuster sur plein de choses comme, l'odeur, c'est bizarre, mais quand tu le sors, il sent pas ton parfum, il sent, la cigarette de la dame. Ouais. En plus, tu essaies de garder un suivi, de voir s'il mange bien, si son hygiène est bonne, puis tu t'aperçois qu'il faut que tu fasses un certain lâcher-prise, puis que tu choisisses tes batailles, puis en même temps, t'es toujours présente, mais il y a une absence au quotidien aussi, donc moi, je quittais souvent en larmes. Okay. J'étais comme vraiment troublée, touchée, jusqu'à un moment donné où j'ai laissé William à la maison, je me suis assise dans l'auto, puis là, je me suis donné peut-être un moment pour me dire, voyons, tu sais, je pleure, mais j'avais l'impression que quelque chose qui se passait, que j'allais toucher à une certaine vérité dans le fond. Je me suis trouvée même un peu malhonnête parce que finalement, c'était une fausse culpabilité parce que très vite, le sentiment vraiment profond que je voulais pas exprimer, c'était le fait d'être bien sans lui. Mm-hmm. Puis c'est ça qui a été le plus difficile dans le fond. C'est pas le placement en tant que tel, c'est de me dire, voyons, je suis tellement bien, je suis comme libre, Puis ça fait mal parce que tu dis, voyons, c'était pas un poids, puis tu pensais que, tu étais la personne... Mais là, je vivais d'autres choses, puis la journée où j'ai décidé de m'accorder cette vérité-là, parce que c'est ça que je ressentais profondément, ça a tout changé parce que là, je suis tombée dans la reconnaissance. Tu sais. Je me suis dit, comment je... Parce que, tu sais, donc, je jouais entre la culpabilité puis la reconnaissance, puis depuis ce temps-là, je touche plus à la reconnaissance, qu'il y ait des milieux comme ça qui puissent les accueillir, des gens encore prêts à travailler avec cette clientèle-là. Mais je suis un chien de garde incroyable. Je suis là. C'est ce qu'il faut, je pense. Et je reste là, puis parce que malgré tout, que ça soit, c'est pas, ça sera jamais comme toi, puis tu veux lâcher prise sur des choses, mais pas sur tout, par exemple. Moi, je veux que William, il garde sa dignité, puis qu'on lui enlève pas sa valeur humaine, puis donc ces aspects-là du côté humain, ça, je reste présente. Puis à tout, on s'occupe encore de lui, là, la gestion de tout. Puis, je m'implique. Là, j'ai commencé à voir où est-ce que je pourrais être utile pour justement peut-être avoir un apport pour aider justement, parce que je me sens toujours le porte-voix de William, si tu veux, parce que dans le fond, lui, il exprime des choses, puis il l'exprime à sa façon. Puis clairement, moi, je trouve que je suis plus la voix, là, si tu veux, pour bien passer... Interpréter. Mais là aussi, c'est difficile, parce que là, il y a un équilibre à garder entre la perception que toi, tu as d'une situation, puis la perception de ce que William, lui, vit vraiment. Ça, c'est touché. C'est encore difficile pour moi. Tu sais, parce que, comme je te dis, j'essaie d'être sa voix, mais ce que j'exprime, est-ce que c'est vraiment ce que William vit, lui? Parce que lui, c'est une personne à part entière. C'est pas... Puis moi, je suis pas lui. Donc, mais ça reste que... Ça, c'est délicat. Puis je suis encore en apprentissage, si tu veux, puis à voir comment je peux rester présente, avoir une bonne communication avec les gens qui sont auprès de lui, puis de faire pour qu'il continue de lui-même être bien, William, à travers tout ça. Mais c'est pas toujours facile.
Puis ça sera jamais nécessairement comme peut-être je le voulais, précisément. C'est Mais... une forme de deuil, ou peut-être? Ou... Oui. Oui, il y a un deuil, évidemment. Il y a un deuil à faire. Mais tu sais, je pense que la vie, c'est des petits deuils. Mm-hmm. Puis, tu sais, j'en ai un petit deuil par rapport à Frédéric. C'est bizarre. J'ai peut-être le même deuil du fait que, bon, là, présentement, il vit sa carrière, mais à l'extérieur. Mm-hmm. Donc, tu sais, oui, c'est un deuil, une forme de deuil, si tu veux, mais... J'ai écouté récemment un balado sur le deuil, qui est fait par Anderson Cooper, qui est un des têtes d'antenne de CNN. Oui. Puis certains de ses invités disaient que lorsqu'une personne qui n'a pas vécu de deuil dans sa vie, lui trouvait que c'était des personnes qui étaient incomplètes ou qui avaient finalement peut-être l'air plus malheureuses que les gens qui ont eu des grandes tristesses. Donc, c'est comme si ça ouvrait d'autres horizons. Ah! Dis-moi... c'est intéressant. Ce départ de William-là, est-ce que ça t'a amené à réfléchir sur ton propre départ ou celui d'Alain? Ou, le rôle que Frédéric serait appelé à jouer? Ou... Oui. Parce que le temps ça m'a passe. Accompagné, oui. Ouais. Mais ça m'a accompagné plus quand il était jeune, drôlement. OK. Il y a... je vais te le résumer par des paroles de... Je vais utiliser les paroles de Linda Lemay, qui a écrit une chanson formidable, Ceux que l'on met au monde. Puis, dans le fond, il y a un paragraphe où elle dit « Si le diable s'arrange pour que tu me survives, que Dieu me change en ange pour que je puisse te suivre. » Puis je pense que ça résume un petit peu comment je me sens. Donc, pour moi, penser à notre départ, soit mon départ ou celui d'Alain, par rapport à continuer d'avoir une présence auprès de William, ben moi, je pense que j'ai créé très tôt un environnement pour William pour favoriser son développement, mais aussi un entourage, si tu veux. Donc, moi, je fais confiance aussi à notre entourage. Mais oui, c'est vrai qu'on en parle, mais puis en ce qui concerne Frédéric, c'est une question, oui, c'est drôle que je lui ai déjà posée, mais c'est comme si pour elle était surprise de la question en disant, c'est comme naturel que si un jour il arrivait quelque chose, ça serait comme elle. Okay. Maintenant, je pense qu'elle est trop jeune pour comprendre les responsabilités puis l'impact. Mais je doute pas de sa présence. Mais maintenant, tu sais que ça se passe pas si facilement que ça parce que présentement, Alain et moi, on continue de s'occuper de William, puis on a chacun notre département, si tu veux, tu sais. Alain, lui, est plus dans le département des finances, il s'occupe, William est un adulte qui est sur le bien-être social. Donc, cette partie-là où, tu sais, il gère la paperasse qui vient avec ça, le rapport d'impôt, tout ça, c'est plus Alain. Puis moi, j'ai l'autre partie qui continue pour les soins, les maintiens de son bien-être, si tu veux, physique, psychologique, tout ça. Mais comme on le sait déjà, c'est que si, admettons, Alain mourait, puis il avait écrit même dans son testament que, moi, je prendrais charge de ça, c'est pas comme ça que ça se passerait. Donc, on n'est pas rendu là, mais on sait qu'il y a la curatelle qui existe, puis il y en a qui le font déjà très jeune. Ils pourraient être déjà sur une curatelle privée, si tu veux. Okay. Mais ça vient... À date, on n'a pas eu de problème, mais ça peut être un enjeu comme... J'avais entendu une dame qui voulait amener sa fille en voyage, puis lorsqu'elle est allée chercher le passeport, tout ça, il y avait une signature, puis évidemment, il ne signe pas. Puis là, il y a eu un enjeu pour elle, Claire, où non, vous n'êtes pas nécessairement la référence pour signer ce passeport-là. Okay. Je pense qu'on pourrait en arriver à avoir ces problèmes-là, mais à date, en tout cas, on n'a pas eu ça. Puis chaque fois qu'on a à faire une signature ou quoi que ce soit, et du côté d'Alain et de mon côté, ça se passe bien. Ouais. Mais c'est sûr qu'éventuellement, la curatelle existe justement pour protéger. Puis comme William, il est dans le secteur public, il fait partie, il est usager d'une résidence du CRDI qui est dans le secteur public, bien, il y a quand même une protection aussi publique pour eux. Mais la curatelle, bien évidemment, ça serait comme notre entourage. Puis pour ça, moi, je fais maintenant confiance
à l'entourage qu'on a. Puis je me dis, ben si c'est pas Frédéric, ça peut être ma nièce. Ça pourrait être ma sœur jumelle. J'ai beaucoup plus de quiétude, drôlement, que lorsqu'il était avec moi. Okay. C'est drôle, ouais. Peut-être que j'aurais plus cette inquiétude-là s'il était à la maison, puis que là, du jour au lendemain, moi, il m'arrive je quitte, ben là, j'ai l'impression que d'avoir vu un peu en amont, comme la dame du CLSC me l'avait dit, ben j'ai préparé une vie pour lui. Sans toi. Sans moi. C'est ça. Puis moi aussi, ce cordon-là qu'on a coupé, tu sais, ben c'était important, je pense, de le faire. Puis je juge pas parce que, tu sais, il y a des familles naturelles encore, puis ils gardent leurs enfants, tout ça, mais ils ont des réalités différentes aussi, soit qui sont encore, tu sais, c'est le père et la mère avec, bon, la famille, tout ça. Mais je te dirais que dans la culpabilité que je te parlais tantôt, il y avait aussi l'espèce de, quand j'ai reviré ça de bord en disant « Oh, je vais être plus reconnaissance », il y avait aussi de me dire « Sais-tu quoi, Lucie, je pense que tu l'aimes assez pour penser qu'il y a des gens meilleurs que toi pour s'occuper de lui. » Puis c'est de l'amour. Donc, j'ai vraiment retourné ça de cette façon-là. Puis je te dirais que si, parce que les résidences, c'est du CRDI, puis l'ARI dans laquelle vit William, c'est les mêmes réalités que les CHSLD, là, Jean-Pierre. Puis on a vu pendant la pandémie ce qui s'est passé, mais moi, ma réalité d'avoir comme placé un enfant, c'est pas différent de la réalité de ma marraine présentement, qui est en train de trouver un milieu de vie pour son conjoint, puis qui va aller dans une RPA, tu sais. C'est donc... à quelque part, c'est chapeauté par le CIUS, c'est les mêmes réalités. T'sais, il faut voir ça d'un œil positif, puis... Paisible, je dirais, ou ça donne une quiétude, ou... Ben là, parce pas qu'on tant, peut parce pas que... tout contrôler. Non, non, on peut pas tout contrôler. Puis, je vais peut-être me contredire, parce que moi, je pense qu'il faudrait peut-être plus améliorer les soins à domicile, puis injecter de l'argent à ce niveau-là. Parce que oui, William, il a sa vie maintenant, il est dans une résidence, tout ça, puis je trouve ça quand même, tu sais, c'est bien pour lui. Puis en même temps, d'un autre côté, je me dis, si j'avais eu les ressources, puis j'avais pu, comme, tu sais, lui permettre de vivre avec moi ou continuer, tu sais, plus, je pense que j'aurais plus pris cette avenue-là, tu sais. Tu penses, ah oui. Ben, c'est difficile à dire. À prévoir. Oui, à prévoir. Mais donc... Parce que dans un certain sens, tu as le droit de vivre une vie aussi. Oui. Oui. Oui, c'est sûr que j'ai le droit de vivre une vie. Mais je reste encore quand même... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, tout le monde... Tu sais, j'avais un surnom, en tout cas, de certaines de mes amies, ils m'appelaient Mère Teresa. Donc, j'avais cette âme de missionnaire-là. Puis même, mon père m'a déjà dit... parce que je suis jamais partie en mission, là, mais moi, je voulais aller, tu sais, enseigner dans une hutte en Afrique, je voulais aller rencontrer Mère Teresa, tout ça. Mais, puis je me souviens qu'avec William, tu sais, un jour, mon père m'a dit, mais je pense que là, tu l'as ta mission, tu sais, elle est tout proche, puis bon. Puis c'est vrai, donc, j'ai cette âme de missionnaire-là, donc souvent, ça vient me toucher de penser que, est-ce que, tu sais, j'aurais pu... parce que j'ai pas la prétention, mais presque de penser que William, dans le fond, oui, il est bien là où il est, mais il est vraiment bien avec ceux qui l'aiment profondément, tu sais. Puis c'est pas toujours ça qu'on retrouve non plus. Tu sais, l'espèce d'affectif, si tu veux, là. Donc... Mais à l'inverse, je dirais que tu disais tout à l'heure, c'est difficile de savoir ce que lui perçoit. Ouais. Là, ce que tu dis là, toi, c'est ton interprétation. Ben oui. Encore. Tu sais, hey. donc c'est... Faut que je continue de travailler là-dessus, Jean-Pierre. Absolument. Oui. Oui, mais ça a toujours été ça avec cette vie-là de... Tu sais, avec William. Tu sais, un peu toujours d'ambivalence, de questionnement, de... Est-ce que... Parce que dans le fond, on prend des décisions pour lui, face à ce que nous, on pense qui est bon pour lui, tu sais. Puis après ça, ben, on se dit, est-ce que c'était ça la meilleure, tu sais? Des fois,
Mais ma réponse, je l'ai dans le fond à chaque fois que je sors William puis que je le ramène parce que il retourne sans problème. Puis des fois même, il sort de la voiture puis il me dit même pas bonjour. Donc, c'est un bon signe. C'est un bon signe, c'est ça. C'est un bon signe. Donc, c'est assez complet, Lucie. Donc, ça fait un moment qu'on discute. Oui. Dis-moi, comme tu le sais certainement, il y a toujours une petite section baguette magique dans mon entrevue. Donc, même Oui. quand les sujets sont peut-être plus délicats ou sensibles, donc ça permet de connaître les gens parfois sous un autre angle. Donc, si je te laissais changer une chose dans le système de santé, toi qui en as une vaste expérience, ça serait quoi? Mon Dieu. Une seule. C'est selon les règles du jeu en général. Mon Dieu. Tantôt, j'écoutais, le premier ministre qui disait que le système de santé, c'était le plus grand défi de gestion, Donc, quand je l'ai entendu, je suis touchée parce que c'est facile d'un côté à dire, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, puis je comprends que le système de santé... tantôt, je te parlais des soins à domicile, puis tout ça. Je me demande s'il n'y a pas une avenue, on va oublier peut-être le fait que William, maintenant, sa vie est heureux, tout ça, mais peut-être pour nous aussi vieillissants, on veut garder notre autonomie le plus longtemps possible, tout ça, puis je me demande si, justement, il faudrait pas reconsidérer, justement, de pouvoir juste vieillir chez nous, dans nos affaires, tout ça, donc de mettre peut-être plus d'emphase sur les soins à domicile. Puis, un autre truc, là, si j'ai le droit, j'ai pas le droit à deux. Non, je peux, exceptionnellement. La prise de médicaments. C'est-à-dire? Les ordonnances de médicaments. Je trouve que, il me semble qu'il faut réfléchir à ça. Trop de médication? Ouais. Peut-être. Oui. Puis là, je l'ai vécu dernièrement avec William parce que, c'est sûr que les résidences comme ça, c'est une business, hein? Puis, moi, la propriétaire m'a téléphoné, puis elle m'a dit que, William devrait voir le psychiatre, puis peut-être qu'on devrait ajuster ci, puis ça. Moi, William, il a un très bon suivi avec son médecin de famille, que j'adore. Puis, moi, je le sais s'il est désorganisé ou pas. William, il a des troubles de comportement d'un enfant de 2 ans. C'est ça que j'avais remarqué dernièrement parce qu'il filait plus ou moins. Mais la réponse facile, ça a été encore la médication. De voir un ajustement de la médication quand le problème, dans le fond, est à l'interne de la résidence. Okay. Puis là, je vois, justement, tantôt, je te parlais de ma marraine parce que ça me touche. Mon parrain va vivre maintenant dans une résidence pour personnes âgées. Puis là, présentement, il est en train de passer de 8 pilules à 18 pilules, Puis ça vient toucher aussi, le manque de main-d'œuvre, sûrement, puis tout ça. Donc, tout est dans tout. Alors, je veux dire, je parle de prise de médicaments, mais c'est derrière ça, ça cache autre chose, qu'il y a un manque de personnel pour s'occuper des gens. Puis là, la pilule facilite, on les endort un peu, puis je pense que ça permet qu'il n'y ait pas trop de dérangement, parce que c'est vrai que... Et pour vieillir à la maison, comme tu dis, ou autre, je pense que ça va prendre plus que ça. Moi, je pense que ça prendra un changement de culture. Donc, les gens de nos jours, là, qui se verraient aujourd'hui? Il y a des gens qui le font, mais c'est pas une majorité là, de vieillir avec leurs parents. Oui, moi, personnellement, je ne me serais pas vu donner le bain à ma mère. Là, c'est culturel, là, probablement, je ne me serais pas vu là. Non. C'est culturel. Je pense que on n'a pas une société qui nous pousse vers ça, je trouve. Mais peut-être pas toi, mais d'avoir au moins les capacités de pouvoir engager. Supporter. Tu comprends? Ah oui, tout à fait. Engager le préposé bénéficiaire qui, lui, est à l'aise de donner des bains ou des... C'est plus dans cette avenue-là. Mais moi, j'ai pas de solution. J'essaie de m'impliquer, de faire des petites choses dans le cadre de, comme là, moi, je suis William qui vit dans des résidences. Donc, tu vois, moi, j'ai intégré le comité des usagers là, du CRDI. Puis, en 2016, tu vois, on a élaboré un aide-mémoire pour mettre en place une relation de collaboration entre les résidents, les usagers, puis les résidences qui les accueillent. Donc, tu sais, moi, j'essaie de faire... J'ai un petit apport à ce niveau-là. Puis, je pense que c'est ça. J'essaie de contribuer encore pour que les choses s'améliorent. Puis j'ai pas toujours les solutions,
mais je veux rester engagée socialement, puis je trouve ça important. Je reprends la baguette magique que tu as gardée pendant plusieurs minutes et là, je te laisserai rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour un breuvage, un café, un verre de vin. Oui, à part Jésus. Ça peut être Jésus, mais oui. Ça va être plus difficile, par contre. Je pense que j'aimerais rencontrer justement Dr. Cliffstra. OK. J'ai déjà pris contact avec elle, puis j'ai jamais eu de retour. OK. Puis, tu sais, tantôt, je te disais, d'avoir un apport, puis tout ça. J'aimerais la rencontrer, mais je pense que j'aimerais qu'elle nous rencontre, mettons, William et moi. Puis, parce que je sais pas où elle est rendue dans ses études, tout ça. Puis, si on pouvait avoir un apport pour la science, la génétique, je sais pas, comme je te dis, où elle en est rendue. Mais ça serait peut-être une personne que j'aurais bien des questions pour elle. Puis, ouais, c'est ça. Est-ce que tu supportes une fondation particulière? Ou, oui. C'est quoi? Quand William était à l'école du quartier, dans le fond, à l'école Anne Hébert, il y avait un secteur qu'on appelait les petits cœurs. Je trouvais ça trop mignon, le mot. Puis c'était justement des enfants qui vivaient avec une déficience. Et c'est le secteur Jane Ashton. Donc, il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Jane Ashton. Puis moi, j'ai même intégré à un moment, j'ai été sur le conseil d'administration pendant quelques années. Puis, dans le fond, cette femme-là, elle avait rencontré une maman qui avait un enfant puis qui avait des besoins particuliers. Puis, elle a créé cette fondation-là pour aider quelques écoles, pour mieux les équiper, puis tout ça. Donc, moi, vu que William fréquentait l'école, j'ai constaté, tu sais, l'impact concret. Puis, je continue de les supporter. Je trouve que c'est une belle fondation. Puis c'est là aussi que j'ai rencontré des gens qui ont eu un impact sur ma vie. Mais je te dirais tout ce qui touche les enfants, puis peut-être les gens vulnérables de la société. Les enfants handicapés, les personnes handicapées, les personnes âgées. Donc, j'ai un coup de cœur, c'est pour ces... Ça, c'est Mère Teresa qui parle. Non, c'est Lucie. Avant de nous quitter, as-tu une dernière pensée ou tout a été dit? Sûrement pas, j'imagine. Non, c'est sûr. Hein? Je pourrais parler des heures, mais dans le fond, je pense que, tu sais, dans ce côté missionnaire-là, moi, ce que je veux faire, dans le fond, c'est faire le bien. Puis je pense que si on fait le bien par petits bouts, là où on est, puis qu'après, on prend tous ces petits bouts-là de bien, puis qu'on les assemble, j'ai comme l'impression qu'on peut transformer quand même le monde. Puis moi, je vois l'univers, tu sais, c'est vaste comme un océan, puis je trouve qu'on est juste une petite graine de sable, puis à un moment donné, il y a une vague qui nous transporte, puis là, on est là, puis moi, je veux avoir un apport dans la bienveillance, dans ce que je peux apporter, puis parce que je sais que la vague revient, puis que finalement, on retourne dans l'océan, puis... Lucie, merci. Merci à toi, Jean-Pierre. J'apprécie. C'était extraordinaire, donc... Merci. À bientôt. À bientôt. Bye.